Y a-t-il une stratégie délibérée de Téhéran de tester les limites de Donald Trump? Moins de 2 semaines après la signature du mémorandum, le cessez-le-feu vole déjà en éclats avec des attaques de drones iraniens et des tirs de missiles américains. Pour nous aider à décrypter les enjeux de la crise avec le régime des Mollahs, j'ai le plaisir de recevoir sur Tandem TV Manaz Shirali, politologue et sociologue. Bonsoir. Bonsoir Gérard. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors dites-nous tout. Provocation calculée de Téhéran, oui ou non? En fait, il faut commencer un petit peu, à l'avant. C'est-à-dire vous ne pouvez pas regarder toujours les choses à l'instant même. Il faut toujours regarder un petit peu ce qui s'est passé avant. Il se passe qu'il y a 10 jours, ils ont signé un mémorandum, heu, je ne sais pas comment l'appeler pour entente, le mémorandum d'entente et après Ils, ils étaient obligés de le faire parce que le blocus maritime de Trump était catastrophique pour la République islamique, il faut le dire. Il l'a asphyxié, pas d'argent, les proxys sont restés non payés, les soldats, ceux qui tuent en Iran sont restés sans payer, donc le régime était vraiment à bout. Il pouvait pas il pouvait rien faire. Il a accepté, a signé, ce mémorandum ce fameux, mémorandum, d'accord? Mais une fois signé, au début, ils étaient éblouis par, cette histoire de 20 milliards de dollars, de 300 milliards de dollars que Trump leur a fait miroiter. Ah, on parle de réparation pour les dégâts de guerre, on parle du dégel d'avoirs iraniens, c'est des sommes colossales. Mais, beaucoup de soi-disant spécialistes aussi sont tombés dans le piège en criant au loup qu'il y a 300 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Iran et donc mais le problème, c'est que, il faut savoir lire les textes juridiques et les textes juridiques ne se lisent pas comme une lettre d'amour, aussi facilement qu'une lettre d'amour. Il y a des codes, il y a des phrases, il y a des expressions qui doit qu'on doit savoir, maîtriser, de savoir ce qui est marqué. C'est marqué, si l'Iran accepte tout, livre son uranium et fait qu'il soit un bon enfant, qu'il fasse tout ce que Donald Trump lui demande, à ce moment-là à ce moment-là, Trump autorise aux entreprises que lui, il souhaite. Ah ça c'est quand même drôle, pas n'importe quelle entreprise. Il faut pas que les entreprises françaises pensent qu'il y a de la place pour eux. C'est pas possible. Les entreprises que Trump choisit ont le droit d'investir en Iran, ont le droit d'investir au-delà de sur la limite de 300 milliards de dollars. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est vrai qu'on fait des raccourcis et alors vous faites bien. Moi, j'ai noté déjà plusieurs points. Le point numéro un, c'était la fin immédiate de la guerre. Bah, on n'y est pas. Il y avait un point numéro 2 qui était une question de souveraineté, ça a déjà explosé. Il y avait un point numéro 5 sur la réouverture du détroit d'Ormuz et là, on peut être très mitigé quand on a vu ce qui s'est passé ces derniers jours. Heu Ben, c'est 14 points et on se donne 60 jours pour avancer, donc on se demande qu'est-ce qui va se passer? Non, donc moi je vois autrement. D'abord, l'Iran doit cesser la guerre, ouvrir le détroit d'Ormuz immédiatement. Après, l'Iran doit rentrer dans toutes les attentes de Donald Trump, doit accepter, doit, obéir à toutes les attentes de Donald Trump et une fois qu'il le fait, à la fin du 60e jour, s'ils arrivent à signer un accord, à ce moment-là, qu'il va y avoir de la ça c'est pas la même chose, Ouais, c'est c'est pas pas la du tout même la même chose. chose. Donc l'Iran n'arrive jamais à faire tout ce qu'on lui demande. Ça fait 47 ans qu'il n'a jamais rien fait. Comment est-ce possible qu'en 60 jours, il a déjà le fait qu'il a signé, c'est parce qu'il a été asphyxié complètement, parce qu'il pouvait rien faire d'autre. Il était obligé de faire quelque chose pour pouvoir vendre son pétrole. Mais encore autre chose, la vente de pétrole a été exigée d'être en dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'argent doit être placé dans les banques américaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est encore Trump qui décide qui, à quel moment, a le droit de dépenser pour quoi.
C'est c'est une grande humiliation quand même que Oui, mais alors, les excusez-moi, Américains c'est fou parce que dans regardent. le narratif que beaucoup de médias occidentaux donnent, on avait plutôt l'impression que c'est l'Iran, le régime des mollahs qui avait la main, qui décidait quand, qui décidait combien ils envoyaient. Ils acceptaient, ils revenaient, ils partaient et que Trump était plutôt en situation de faiblesse. C'est plutôt ce narratif, j'ai l'impression qu'on nous a raconté. Jérôme, est-ce que vous me croyez ou vous croyez la ligne éditoriale, européenne? Parce Mais non, que mais j'aimerais moi, je suis en train de pourquoi? vous parler, moi, je vous demande pas de me croire. Moi, je vous demande simplement d'attacher un peu de crédit parce que moi, j'ai lu le texte. Je suis en train de vous parler d'un texte. Je ne parle pas de l'interprétation. Moi, je vous parle d'un texte que j'ai lu grâce aux collègues des, juristes internationaux qui m'ont aidé à déchiffrer parce que c'était franchement, c'était pas facile à comprendre. Un texte, juridique à cette échelle, assez clé. Quand vous avez c'est par exemple, l'une des clés, c'est très clair. Vous ne pouvez pas lire les articles séparément. Il faut les voir dans leur continuité. Vous ne pouvez pas lire l'article 6 qui dit: «On donne de l'argent aux Iraniens». Il faut lire pourquoi on donne, dans quelles conditions on donne. Donc l'article 6, 7, 8 sont intimement liés. Donc si vous lisez un té moi je parle d'un texte, je parle pas d'un Non, mais Manas, je vous crois sur parole, mais ma question, est-ce que vous avez ressenti comme moi un narratif différent de cette réalité? Et pourquoi est-ce qu'il y a ce narratif qui a été raconté? Alors, j'avoue que pour pouvoir enregistrer 2 programmes, là, l'émission que nous avons là en ce moment et l'autre émission que j'ai eue avec Antoine Mercier la semaine dernière, je me suis retenue à regarder la télé parce que je ne voulais pas d'être influencée par rapport à ce Trump bashing très habituel de la télé française. J'ai évidemment lu et écouté les journalistes iraniens, les spécialistes militaires iraniens, c'était important pour moi ce qu'ils disent. J'ai beaucoup lu les Américains et voilà, je suis là. Mais la base, le texte sur lequel je fonde mes paroles d'aujourd'hui, c'est le texte de mémorandum, c'est tout, c'est tout. Je ne pars pas de l'interprétation, je ne fais pas une analyse psychanalytique sur le texte, je fais une analyse juridique et ça, je vous dis, dans les textes juridiques de telle sorte, on ne peut pas séparer les articles, tout simplement et l'argent va tomber à la fin du 60e jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Iran doit obéir à tout ce qu'on lui demande. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui est drôle, mais vraiment drôle, en Iran, les gens, qui sont pro, République islamique, les gens qui font partie du corps des gardiens de la révolution sont en train de crier la trahison, la trahison. Ils disent que vous avez trahi notre guide, le guide qui est inaudible et invisible. Je parle de celui-là qu'on ne sait même pas s'il est vivant ou pas. Ouais. Voilà, on dit que vous avez trahi notre guide, c'est pas possible et d'ailleurs, cette immense sensation d'humiliation qui a fait qu'ils ont à nouveau tiré sur les bateaux, au détroit d'Ormuz parce qu'ils se sont sentis trahis, une partie des Iraniens et étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pas un centre de décision dans ce pays qui peut harmoniser les différentes forces. Là, chacun fait ce qu'il veut, un petit peu. Il y a le guide, par exemple, le guide suprême inaudible et inexistant qui dit qu'il est d'accord avec, ce mémorandum, mais pas complètement, d'accord? I voilà, pas le, La présidente du parlement, il y a le président du pays, il y a énormément de voix effectivement et on qui, a tout mis sur le dos du président du pays parce qu'il est, le moins important de tout. Donc, il est quelqu'un à qui on peut faire porter les charges ingrates. Donc, on dit que c'est le président Pezeshkian qui a pris sa décision avec Ghalibaf. Ghalibaf, c'est le chef du parlement iranien, chef de Majlis. Donc et les autres, généraux, du corps des gardiens de la révolution qui ne sont pas contents, parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas d'argent, à la place d'argent, il y a du maïs et du blé et donc et bah, ils voulaient toucher de l'argent, cette espèce de sonnante et trébuchante. Donc il y a pas d'argent et donc ils sont trahis à nouveau, ils tirent sur les bateaux. Mais bon, étant donné que l'autre partie
est encore dans le mémorandum pour, l'accord. Ils ne veulent pas commencer une guerre, étant donné que l'Iran n'a pas la capacité de commencer une guerre, parce que dans la situation actuelle, ils sont incapables de faire la guerre. Ils sont incapables. Donc, incapables de faire la guerre, incapables de faire l'accord, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent à droite et à gauche comme les enfants, vous voyez? Qui ne peuvent pas tenir à leur place et puis après ils font quelque chose, ils sonnent et ils courent. Voilà. Là maintenant, la République islamique qui n'existe plus, à la place, c'est le corps des gardiens de la révolution et ceux qui restent de l'ancien régime. Alors là, c'est l'état de chaos total dans ce pays, actuellement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a dans la diaspora iranienne, en Europe ou aux États-Unis, un avis plutôt général qui se dégage, plutôt positif ou négatif par rapport à ce mémorandum? Alors, il est important de dire que le diaspora iranien existe en France ou ailleurs, c'est toujours le problème de diaspora, vous devez le savoir. Le diaspora n'est pas homogène. Bien sûr. Il y a des Iraniens qui sont venus en France depuis 40 ans, comme moi, je suis là depuis 33 ans. Il y a des Iraniens qui sont arrivés hier, mais c'est pas la même chose. Le degré d'intégration dans le milieu d'accueil, dans le pays d'accueil, fait que les opinions changent. Plus vous êtes intégré dans le pays d'accueil, plus vous reflétez la pensée, des gens de ce pays. Par exemple, en France, on voit les Iraniens qui sont de parti, de LFI, par exemple, ils répètent le slogan de LFI. Vous voyez? D'accord, plus ils sont là depuis longtemps, C'est ça. moins il y a, cette «opposition» entre guillemets, au régime ou à ce qui peut se passer? Non, 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 ils peuvent être complètement contre le régime, Ah, mais c'est pas ça, parce qu'aujourd'hui, moi, je connais vraiment pas d'Iraniens qui soient pour le régime. Là, d'accord. vraiment, s'il y a quelqu'un qui parle persan, qui se dit pro-régime, là, il doit pas être iranien. Ça, c'est vraiment très difficile. L'écrasante majorité des Iraniens sont à bout, ne supportent plus ce régime, qu'il soit depuis 50 000 ans en Europe ou bien en Iran, on se bat. Mais par contre, lorsqu'il s'agit des événements comme ce texte qui n'a été lu par personne, mais Ouais. tout le monde avait son avis là-dessus. Alors les Iraniens, évidemment, qui sont ici, moi j'ai vu un petit peu, ils répétaient ce qu'ils entendaient à la télé. Mais ceux qui ne parlent pas bien français, évidemment, eux, ils écoutent les spécialistes qui sont au pays ou bien les hommes politiques qui sont au pays et ils sentent mieux les choses parce qu'ils voient à quel point les dirigeants restants de la République islamique se sentent indignés par rapport à la signature de ce texte. Donc J'ai une autre question concernant la diaspora iranienne. On a vu beaucoup de manifestations, des textes dans des journaux, des invités sur des plateaux de télé en début d'année et puis là, on les voit moins. Alors, est-ce qu'ils sont moins présents parce qu'ils se mobilisent moins ou est-ce qu'ils sont moins invités dans les médias? Comment vous expliquez, ce changement qu'on a pu observer depuis quelques semaines? alors, bon, le fait est que les Iraniens les moins incompétents du monde, eux, quand même, ils ont un certain attachement avec le pays, donc une certaine connaissance de pays, d'accord? Même ceux qui ne sont pas spécialistes de l'Iran, quand ils sont sur un plateau, ils reflètent quand même une certaine réalité du pays. Mais étant donné qu'aujourd'hui, les médias européens vivent dans leur monde totalement isolé et à part, qui n'a rien à voir avec cette réalité iranienne, ils ne veulent plus rien entendre. Les spécialistes comme moi, ça fait longtemps que nous avons été bannis des plateaux télé. Moi, ça fait 3 mois qu'on m'invite plus à la télé française, tout Mmh. simplement parce que ce que je dis ne va pas dans le sens de leur tautologue. Parce que, leurs journalistes qui sont spécialistes du pôle Nord au pôle Sud, passant par Équateur, eux, ils savent tout sur l'Iran. Évidemment, leurs paroles ne collent pas avec une spécialiste comme moi et quand ils sont à côté de moi, évidemment, je les écrase immédiatement parce que leur parole, c'est totalement abstrait. Elle est abstraite. Elle est abstraite et donc pour ne pas
sortir de leur zone, de conformisme. Bah, évidemment, c'est plus facile d'être seul sur les plateaux ou bien être entre nous, entre soi, sur les plateaux. Vous voyez? Donc Oui, ils oui. n'invitent que des gens qui disent exactement la même chose et ils s'auto-congratulent, ils sont contents, ils sont entre eux et il n'y a aucun Iranien et surtout pas une spécialiste ou un spécialiste de l'Iran qui sait des choses, qui les embêtent. Bah, non, ils ne veulent pas ça et la situation est dans la mesure où la situation devient complexe, alors là, l'entre-soi se referme de plus en plus sur quelques-uns, tous les soirs, on voit les mêmes têtes qui viennent dire les mêmes bêtises. Très compliqué d'avoir ces informations-là et j'ai une dernière question, on conclura notre échange là-dessus si vous le voulez bien. Quelles informations vous avez de la majorité du peuple iranien, après ces semaines de guerre, après, cette période qui se calme? C'est quoi l'état d'esprit? C'est quoi les conditions? Est-ce que l'internet est revenu normalement? Est-ce que, la crise alimentaire commence à aller mieux? Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles les plus importantes, c'est la répression. Ce sont les exécutions ils sont en train les juges religieux sont en train de massacrer les opposants qu'ils ont arrêtés pendant, les jours des manifestations. Donc, chaque jour, on a des noms des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui sont pendus, qui sont exécutés, tout simplement parce qu'ils ont participé à des manifestations. Évidemment, dans une société, quand il y a autant d'exécutions, je peux vous dire que c'est le deuil en permanence. Oui, bien sûr. Deuil en permanence. Donc, la fin de la guerre pour les Iraniens, évidemment, a été vécue comme une totale catastrophe et ça, c'est très difficile de faire comprendre aux Européens qu'on est dans un pays où quand les gens entendent les détentions des bombes, ça leur fait plaisir. Et ils disent que: «Ah, c'est la fin du régime» et quand ils ont entendu le cessez-le-feu, ça leur a fait peur. Quand ils entendent que les Américains négocient avec, les dirigeants, de ce pays, alors ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Ils ne veulent pas de négociation. Ils ne veulent pas d'entente entre les Américains et entre, ces criminels contre l'humanité qui dirigent leur pays. C'est ça l'ambiance de l'Iran. Cela dit, je vous le dis pas parce que vous êtes en Israël, mais je vous le dis parce que je le vois sur le terrain. La plupart du temps, la seule chose qui les empêche, mes interlocuteurs, de tomber dans le désespoir total, ils disent: «Heureusement, Bibi est là, heureusement, Israël est là» et Israël connaît très bien la République islamique. Israël ne va jamais négocier avec les dirigeants iraniens. Il n'arrête pas de répéter cette fameuse phrase de Golda Meir qui dit qu'on ne négocie jamais avec ceux qui veulent nous tuer. Et ça leur Bien fait sûr. plaisir de penser qu'au moins, il y a un pays qui les comprend, il y a un peuple qui les comprend. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour notre échange, pour votre analyse, votre regard sur la situation, votre franc-parler, qu'on n'entend pas ailleurs. C'était un plaisir d'être, avec vous sur Tandem TV. À très bientôt. Avoir invité, Jérôme. Au revoir. Au revoir.